peut-être qu'il faut accepter le principe que l'Afrique préfère l'informel, après tout. C'est une question... parce qu'on part toujours avec le postulat que l'informel, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'assiette fiscale, patati patata. Mais si ça convient au mode de fonctionnement africain... Moi, je crois, ça c'est ma propre conviction, que chaque pays, chaque économie doit écrire son histoire. On a les grandes théories de Kant, enfin on a fait toutes ces études-là, on les connaît. Et sauf qu'on se rend compte qu'il y a une réalité aujourd'hui sur le marché africain qui ne répond pas toujours aux grandes règles de l'économie. Et le fait de vouloir absolument les faire rentrer dans ce modèle-là crée des systèmes qui ne sont pas vertueux. Eh bien voilà, comme je viens de vous l'annoncer, nous recevons Madame Joly Andrès, qui est juste directeur général adjoint de Engie, une grande maison, excusez du peu, mais bon, et aussi qui est franco-gabonaise d'origine, et qui fait beaucoup de choses pour l'Afrique, pour le Gabon, pour la France. Et c'est quand même déjà un exploit d'être arrivé jusque-là, Joly. D'ailleurs, est-ce que c'est votre vrai prénom, Joly ? Oui, bonjour Alfred. Oui, je confirme, c'est mon vrai prénom. Vous félicitez les parents, alors. Oui, c'est ça, je n'ai aucun mérite. Alors, Joly, dans votre bio officielle, c'est-à-dire celle qu'on trouve sur LinkedIn, vous dites comment vous avez dû subir des discriminations. Et vous écrivez dû à ma couleur de peau et à mon origine africaine. Et ça a duré une dizaine d'années quand même. Alors expliquez-nous un peu ce parcours du combattant. Oui, ce que vous avez lu est très juste. En fait, je suis arrivée en France pas dans l'objectif d'y vivre. Je suis venue pour faire mes études avec l'objectif de rentrer à l'époque au Gabon, qui est mon pays d'origine. Et j'ai commencé à travailler dans un système où on me promettait que j'allais être embauchée. J'ai commencé donc en tant que stagiaire. J'ai passé tous les assessments pour pouvoir être embauchée dans un grand groupe du CAC 40. Ça me faisait rêver. J'étais déjà assez fière d'y être arrivée par moi-même. Et ensuite, quand j'ai passé ces assessments, je cochais toutes les cases, profil international, grandes écoles, etc. Mais sauf qu'il n'y avait pas de poste disponible. Donc on m'a proposé la solution d'intérim qui était provisoire, sauf que ce provisoire a duré quand même à peu près 10 ans. Et au début, je pensais qu'en fait, il n'y avait pas de poste disponible et qu'il fallait que je fasse mes preuves à chaque fois. Et en fait, j'ai eu quelques petites remarques de part et d'autre qui ont commencé à me faire prendre conscience que ce n'était pas seulement des questions de disponibilité de poste, que c'était aussi lié, par exemple, à la couleur de ma peau ou de mes origines. Et je m'explique. Une fois, par exemple, à chaque mission, il faut dire que je devais convaincre le recruteur des résultats que j'avais pu apporter. Et une fois, je me présente devant le RH et le RH me dit est-ce qu'on ne pourrait pas vous rapatrier dans votre pays d'origine, puisque là-bas, on a une filiale et vous aurez tout de suite un poste à responsabilité. Alors, je lui explique que je suis mariée, je vis en France et que c'était un peu compliqué pour ma famille. Et une autre fois encore, une autre RH qui, je pense, pouvait penser bien faire, me dit « Mais vous êtes femme, vous êtes noire, est-ce que vous n'auriez pas un handicap et comme ça on vous embaucherait tout de suite dans le cadre des quotas. Ce serait plus simple et plus rapide. » Donc voilà un petit peu quelques exemples qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, finalement, ma couleur de peau et mes origines pouvaient être un obstacle dans mon évolution professionnelle. Je ressens bien ce que vous dites, car figurez-vous que moi-même, j'ai subi des vexations. Et actuellement, celle qui revient le plus souvent, c'est que je suis un vieil homme blanc. Comme quoi. Donc, c'est une galère. Alors, vous avez évoqué vos études. Alors, on est bluffé quand même, parce qu'il y a une demi-douzaine de grandes écoles. Les hautes études internationales et politiques, HEIP, l'ILERI, le CEDS, l'ILECI, l'INSEC,
Bon, j'arrête parce que bon. Et donc, bravo, hein, parce que vraiment, c'est beaucoup de travail quand même, autant de diplômes. Ben merci. En fait, tous ces diplômes, c'était aussi une manière pour moi d'acheter ma légitimité. Quand j'ai compris que j'allais vivre en France, alors évidemment, tous mes parents étaient opposés en me disant bah, « tu ne seras qu'une immigrée, tu n'auras jamais un véritable poste », puisque l'image qu'ils en avaient, c'était des personnes d'origine immigrée qui occupaient des postes, des sous-postes, comme on dit. Et donc moi, je me disais, bah, je cocherais toutes les cases et qui me permettraient d'être embauchée à un bon statut. Ah ben là, vous avez renversé la table, hein, parce que Engie, vous allez nous en dire quelques mots, c'est une grande maison, vous êtes quand même directrice générale adjointe. Oui, alors je suis directrice adjointe de projets stratégiques et je m'occupe entre autres des relations institutionnelles, des relations publiques. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été un beau parcours, une belle opportunité et puis ça fait partie aussi de l'histoire de mon évolution professionnelle. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, je suis une maman de 2 enfants. Et en plus, alors vous dirigez une collection Leader et diversité chez l'Harmattan. Et l'un des livres que vous avez paraître en 2022, je crois, Le pouvoir des femmes a influencé le débat public, MeToo en réalité. Alors, on devine un peu la réponse, mais on aimerait vous l'entendre dire. Alors l'histoire de ce livre et de cette collection, c'est que je suis allée voir l'Harmattan pour coécrire. C'est un livre que j'ai coécrit avec d'autres femmes. Et donc je voulais une collection qui soit assez représentative aussi des messages que je voulais porter. Des messages donc de leaders issus aussi de la diversité. Et donc le président de l'Harmattan m'a proposé donc de créer cette collection et donc qui a permis de porter cet ouvrage que j'ai coécrit avec d'autres femmes. L'idée, c'était justement en m'inspirant de mon parcours d'avoir aussi d'autres témoignages de femmes, de comment elles vivent leur place aujourd'hui à des niveaux de responsabilité. Est-ce que leur voix est entendue? Est-ce qu'elles ont leur juste place? Donc c'était aussi de partager ça pour pouvoir encourager d'autres femmes et leur dire que c'est possible en fait d'avoir une place dans le débat public ou dans la vie de l'entreprise. Malgré les difficultés. Bah, vous avez créé un club autour de ça, non? Alors, pas tout à fait un club, mais on s'est réunis autour de différentes conférences et on s'est dit que le temps de conférence, il passe trop vite en fait. On prépare nos discours et là, l'idée, c'était de prendre le temps et de coucher vraiment sur papier tout ce qu'on avait pu partager durant ces conférences-là. Mais alors, votre dernière promotion de femmes, comment dire, en capacité, si on peut oser ce néologisme, donc la capacitation, qui est l'équivalent de l'empowerment, est-ce que vous avez su peut-être quantifier le nombre de femmes dont vous avez vu l'éveil, la mise en action ? Alors c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que je suis sur ce thème et pas plus tard que le 25 mars, on a organisé avec les CCE et le MEDEF, le Club des femmes 92, une conférence sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité. Donc j'en ai vu plusieurs. Mais ce que je peux dire, c'est que cette conférence, en tout cas la dernière qu'on a pu faire, nous a montré que c'était encore un sujet et qu'il y a certes des femmes aujourd'hui qui sont en position et c'est bien de le reconnaître aussi. On a des entreprises qui arrivent aujourd'hui à faire de la mixité. Mais en fait, on se rend compte que malgré cela, ça reste des sujets, l'équilibre vie pro, vie privée, la gestion des congés maternité, le retour des congés maternité, de la parentalité, et puis aussi la gestion simplement de la carrière, les augmentations salariales. Enfin, tous ces sujets restent encore d'actualité pour les femmes aujourd'hui. Oui, alors dans la préface de ce livre, je crois me rappeler, j'ai lu qu'à un moment vous êtes dans une réunion de COMEX, enfin de comité directeur, et puis il est 19h, et puis je crois que c'est vous ou quelqu'un, une femme, dit je dois partir, il est 19h. Et il y a un gars qui est là, un cas de sup aussi. Ah bon, tu prends ton après-midi? La célèbre phrase, je pense qu'on l'a tout entendue. Oui, il est devenu célèbre, c'est auteur anonyme. Mais oui, exactement, auteur anonyme.
Bon, alors c'est pas fini, votre CV est très très riche. Donc vous n'avez pas une double vie, mais au moins une quadruple vie, parce que, en plus, vous êtes TEDx speaker. Oui, Alors, TEDx speaker. TEDx, comment vous prononcez ça? TEDx. 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 Expliquez-nous, parce que là, j'ai appris, mais nos téléspectateurs sans doute ne savent pas. Alors, TEDx, ce sont des conférences, c'est né aux États-Unis en fait, c'est des personnes de la société civile, des experts, des professionnels qui parlent sur un sujet, qui pitch comme on dit, et pitcher c'est juste développer un sujet en très peu de temps. Et moi j'ai eu l'opportunité de faire un TEDx à Toulouse d'ailleurs, où j'ai eu l'occasion de parler et de sensibiliser sur des sujets de discrimination en entreprise, pour faire prendre conscience. Et moi, j'insiste dessus parce que je ne suis pas dans un discours larmoyant ou dans un discours plaintif. Je suis plutôt vraiment dans un message, à la fois pour faire prendre conscience côté entreprise, parce que c'est une vraie réalité et il faut qu'on continue à être vigilant, mais aussi à toutes les personnes issues de l'immigration et pas que, qui pourraient être amenées à vivre ce genre de cas et leur montrer qu'en fait, il ne faut pas qu'elles se laissent enfermer, mais que c'est possible. Je ne sais pas si je vais oser vous le dire, mais il y a une quarantaine d'années, j'ai connu un garçon qui avait créé une entreprise. Il était employé de banque à Gournay-en-Bray, ce qui est à peu près à 20 minutes de voiture de Rouen. Et justement, je faisais un journal que je bouclais chez lui, et il avait une entreprise de photocomposition, comme c'était. Et un soir, on parle d'immigration, on discute. On dit, mais moi aussi, dit-il, mais moi aussi je suis un immigré. Je dis, attends, tu rigoles. Et t'es blond, yeux bleus, enfin bon, bref. Vraiment type normand, vikingo descendant, comme dirait quelqu'un. Bon. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'il me dit, bah oui, quand je suis arrivé à Rouen, je connaissais personne. C'est marrant, hein? Oui, c'est très drôle. Ce sentiment un peu d'être d'ailleurs, quoi. Finalement, il est à peu près universel. Aussi, ça se joue sur un Marseillais à Lyon, il peut se considérer... Complètement. Mon mari, qui est un Lyonnais et qui a vécu à Marseille, me disait, plutôt à Aix-en-Provence, pour être précis, il me disait qu'il était regardé comme l'étranger du village. Donc c'est vrai, on a tous et tous un petit peu en nous cette part d'étranger, surtout quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas. Mais c'est comment on se l'approprie, comment on vit mieux ensemble, parce qu'il s'agit de ça aussi. Et là, pour le cas, moi, je le traite dans l'entreprise. Très bien. Alors, j'ai oublié de le dire au début, mais je suis très content de vous revoir. Il y a une quinzaine de jours, à peu près à un jour près, nous étions ensemble à la 17e conférence des ambassadeurs africains de Paris, où vous avez pris la parole. C'est une intervention qui a été très remarquée et applaudie. Merci. Et vous reveniez justement d'une mission au Gabon, votre pays d'origine, avec Aurélie Serrel notamment, donc, qui est la présidente du groupement des entreprises francophones et internationales. Exact. Et il y avait aussi quelqu'un de la CCE. Vous faites partie des conseillers du commerce extérieur de la France. On en parlera après. D'abord, la mission au Gabon, avec le sujet de la conférence, c'était comment on fait pour refinancer en quelque sorte l'Afrique. Et là, vous avez exposé quelques idées. Est-ce que vous voulez bien nous les rappeler pour nos téléspectateurs ? Avec plaisir. Alors, le sujet de l'Afrique reste un sujet très, très important pour moi, à double titre, parce que je suis native du continent. Et pour moi, c'est aussi important de me souvenir d'où je viens. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent d'avenir. C'est le continent où la population va doubler à l'horizon 2050. Et 2050, on y est dans pas longtemps. Et comment
finalement on accompagne cette transition, comment on accompagne cette démographie, comment on accompagne tous ces bouleversements économiques. Des personnes comme moi, je ne suis pas la seule, des natifs du continent, des binationaux, on a envie d'apporter finalement notre pierre à l'édifice en accompagnant à la fois nos entreprises, nos grands groupes. Moi j'ai la chance d'être dans une multinationale, mais aussi les plus petites. Et l'idée donc c'était de faire une mission avec le GEFI, le groupement francophone économique, emmener des entreprises au Gabon, rencontrer aussi d'autres entreprises et créer des synergies. Et puis dans ces entreprises, il y avait quelques bailleurs de fonds. Et on s'est rendu compte que l'Afrique, elle est dans les paradoxes. Elle est en plein boom, elle doit se développer. Il y a une démographie galopante, mais en même temps, elle a un sujet d'infrastructure vieillissante. Elle a un sujet d'énergie. Elle a des sujets d'eau, gazier, de matières premières. Pour certains pays, elle est rentière. Donc en fait, l'idée, c'était de réfléchir à des solutions de financement alternatifs pour l'aider à pouvoir assumer finalement sa transition écologique, comme on dit si bien en Europe. Ah oui, mais je ne vais pas me contenter de cette réponse. Vous avez créé le GAIN, je ne sais pas comment vous le prononcez, le GAIN, le GAIN. Un réseau, oui, effectivement, avec d'autres natifs du continent. Ce qu'on s'est dit pour être dans le concret, parce qu'une fois qu'on a fait le constat, c'est vrai qu'après, quelles sont les solutions qu'on développe? Et donc, nous, on s'est réunis en tant que ressortissants africains. Il n'y a pas que gabonais, pour le coup, puisque ce qu'on a fait, la mission économique qu'on a faite à Libreville, on l'a déjà faite au Cameroun, on l'a faite en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est, on l'a faite en Afrique du Sud aussi. L'idée, c'est d'aller vers les pays qui en ont le plus besoin et où c'est possible. Et donc, on s'est mis ensemble pour créer un fonds d'investissement modeste. Alors, on a commencé de manière très modeste. C'est quoi très modeste dans votre langage? Très modeste. On était 5 ou 6 personnes et on se connaissait, on s'est rencontrés et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, voilà, concrètement, on peut mettre nos deniers ensemble. Et donc, l'idée est très simple. C'est-à-dire qu'il y a l'un d'entre nous qui a été vraiment à l'initiative du projet, qui est monsieur Nzebe Kale, qui identifiait des startups. Il identifiait ces startups et ensuite, nous, on regardait avec eux, on les faisait travailler un petit peu leur business plan, etc. Et une fois qu'on estimait qu'il y avait une certaine maturité, en fait, on se retrouvait en Teams. En plus, on a commencé un peu pendant le Covid. On se réunissait en Zoom, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, l'entreprise, elle pitchait. Et à l'issue de ça, nous, on délibérait en disant, le projet, il est viable, il n'est pas viable. Et s'il est viable, il a besoin, je dis n'importe quoi, de 5 000 €, combien chacun de nous est prêt à donner pour pouvoir couvrir ce BFR, ce business en fonds de roulement. Donc voilà concrètement ce qu'on a fait. C'est très vertueux, permettez-moi de vous le dire, parce que il y a encore 3-4 jours, j'étais dans une réunion de gens très dans le business. Alors en dessous de 10 millions d'euros, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Alors qu'on sait très bien que c'est les TPE, les PME qui créent de l'emploi. Complètement. En Afrique comme en France d'ailleurs. Complètement. Et en Afrique, avec la particularité qu'on a 80% quand même de l'activité informelle aujourd'hui qui est générée. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer d'aller, alors vous direz c'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais on s'est dit qu'il faut qu'on aille justement piocher dans ces 80% pour les accompagner, les aider à se structurer. Et c'est ce qu'on fait concrètement. C'est très bien. Enfin, je me permets de c'est dire. Gentil. Mais aussi, quand même, il y a un sujet qui émerge ces temps-ci, c'est que notre exigence occidentale vis-à-vis de l'économie formelle est peut-être décalée, peut-être qu'il faut accepter le principe que l'Afrique préfère l'informel, après tout. C'est une question... parce que on part toujours avec le postulat que l'informel, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'assiette fiscale, patati patata. Mais si ça convient au mode de fonctionnement africain... Moi, je crois, ça c'est ma propre conviction, que chaque pays, chaque économie doit écrire son histoire. On a les grandes théories de Kant, enfin on a fait toutes ces études-là, on les connaît. Et sauf qu'on se rend compte qu'il y a une réalité aujourd'hui
sur le marché africain qui ne répond pas toujours aux grandes règles de l'économie. Et le fait de vouloir absolument les faire rentrer dans ce modèle-là crée des systèmes qui ne sont pas vertueux. Et maintenant, ma conviction, c'est qu'il faudrait qu'on trouve un modèle économique qui permette de réduire cet informel, puisque nous, on a travaillé, on a échangé avec des personnes du système des impôts qui disent aussi qu'ils ont besoin d'élargir leur assiette, leur enveloppe fiscale pour se développer. Mais à côté de ça, je pense que le chantier est tellement titanesque qu'il faut qu'on commence à prendre le sujet petit bout par petit bout. Et je vous rejoins. On ne va pas résorber tout l'informel du jour au lendemain, parce que ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est cet informel qui a permis d'être résilient durant le Covid, puisqu'on a vu que tout ce qui était formel n'a pas pu fonctionner. Donc, on voit bien qu'il y a un juste milieu à trouver. Et c'est là où on se dit qu'on peut accompagner progressivement cet informel pour qu'il se structure, pour les rendre un peu plus pérennes, pour qu'ils soient plus autonomes et qu'ils puissent, par derrière, créer des emplois. Et c'est ça qui va aussi résorber après tous les sujets qu'on peut voir qui se déversent en amont, en aval, tels que l'immigration galopante qu'on a, ces jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'emploi, qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à trouver des emplois. Donc voilà, nous on se dit, il faut qu'on essaye de s'attaquer aux problèmes à la racine. Il y a un autre point très intéressant que vous avez évoqué l'autre jour, c'est pas vous qui avez employé cette expression, moi je crois que c'est la blending finance. C'est un genre de PPP, partenariat public-privé. La différence que c'est le privé qui a la main. Oui, complètement. Racontez-nous un peu encore. Ce système de SPV, qui est un système un peu de consortium, donc là, c'est une autorité du Gabon qui nous proposait que compte tenu de l'état d'endettement des gouvernements, leur capacité d'emprunt est forcément réduite. Et je prenais l'exemple d'un foyer. Quand on veut acheter un bien, si on est au taquet de son endettement, aucune banque ne voudra nous prêter. Et donc, il nous a proposé de réfléchir à un système où ce serait donc un consortium d'acteurs privés qui contracteraient la dette pour le compte du gouvernement. Alors, moi, je reste très prudente puisque c'est vraiment un système qui est tout à construire, mais j'ai trouvé la réflexion intéressante parce qu'en fait, ça montre qu'à un moment donné, quand on est coincé dans les systèmes de financement classiques de type institutionnel, où là, c'est chronophage, il faut remplir des dossiers, il faut cocher un certain nombre de cases. Ça va continuer, il ne faut pas les casser. Mais ça continue pour un temps qui est plutôt moyen, long terme. Maintenant, pour un temps qui est court terme, je pense que là, on va regarder et on commence à travailler sur ce système-là. C'est novateur, en tout cas. Exactement. Et puis, il y a une réalité qui est là. C'est le surendettement des États africains, la France aussi. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas dans la même configuration de macro, quoi. Alors, la France, puisque vous êtes Conseil du commerce extérieur, c'est encore une de vos facettes d'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous faites avec les CCEF? Alors, j'ai été nommée donc, au Conseil extérieur de la France il y a 2 ans maintenant. Donc, on est en fait un réseau de cadres dirigeants, de chefs d'entreprise qui avons une particularité, c'est d'avoir tous été à l'export. Et donc, on travaille sur 4 missions qui sont l'attractivité de la France, faire rayonner la France à l'international, la formation, le conseil au pouvoir public et l'accompagnement des entreprises. Et cette nomination, pour moi, faisait sens puisqu'en fait, c'était une continuité aussi des actions que je pouvais mener entre les 2 continents et pas que, puisqu'on le fait aussi bien en Europe que je le fais, moi, avec ma particularité, puisque je suis dans la présidence de la commission Afrique, des CCE, qui est l'une des plus grosses commissions. Et cet engagement, c'est aussi toujours pour avoir ce giving back, rendre aussi à l'Afrique ce qu'il nous a
ce qu'il m'a apporté en accompagnant les entreprises françaises qui souhaitent aller à l'export. Vous avez fait un lapsus. Rendre à la France. Rendre, ah bah vous voyez, Oui. c'est parce qu'aujourd'hui... Parce que vous êtes franco-africaine. Exactement. C'est la même chose. J'ai les deux sur mon cœur. Mais alors, je vais vous poser une question d'intérêt général qui ne vous met évidemment pas personnellement en cause. Il y a beaucoup d'organismes, je ne vais pas les citer parce que ce serait être désobligeant, mais français, pour la promotion à l'export et tout ce qu'on veut. Et ça fait 30 ans, 40 ans que... Voilà, on est dans un déficit abyssal. On a honte face aux Allemands qui, eux, génèrent du bénéfice. Enfin, comment, en quelques mots, votre vision de ce problème français ? Alors c'est sûr, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat de la balance commerciale extérieure française qui est déficitaire, ça on le sait. L'une des raisons, on le dit souvent, hein, ça c'est avec ma casquette de l'entreprise, hein, c'est que le coût du travail en France est un vrai sujet. C'est vrai. Ouais. C'est un véritable sujet, le coût du travail, de la main-d'œuvre, des impôts. Enfin, je ne trahis aucun secret et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Alors, il y a des choses qui se mettent en place, mais je pense que ça prendra du temps pour être résorbé. Nous, les CCE, on nous appelle une vieille dame. C'est un organisme qui existe depuis plus de 100 ans. On agit beaucoup dans l'ombre, donc beaucoup de gens ne nous connaissent pas, alors que... J'adore. Pardon, j'avais oublié de l'enlever. Je vous en prie. Donc je reprends au CCE. Donc, pardon. Les CCE, on est une vieille dame, comme on dit, on existe depuis plus de 100 ans et on n'est pas très connu parce qu'on agit dans l'ombre. On est des hommes du terrain et l'une de nos actions, justement, c'est de faire rayonner la France et de faire gagner aussi des parts de marché à la France dans des pays. Enfin, moi, je reste sur le focus de l'Afrique. On sait qu'aujourd'hui, la France est challengée en Afrique, hein, avec les acteurs chinois, russes, indiens, pakistanais. C'est vraiment incroyable à quel point, en parlant rien que de la francophonie, hein, on voit aujourd'hui les parts de marché en recul. En revanche, la France reste un des premiers investisseurs et un des premiers créateurs d'emplois pérennes. Ça, on oublie de le dire. Oui, parce qu'on a beaucoup de filiales. Exactement, beaucoup de grands groupes. Qui n'entrent pas dans les comptes import-export. Tout à fait. Et donc ça, c'est une vraie réussite et nous, on veut continuer à travailler sur ça. Je dis, c'est pas tout à fait fini. Il y a encore une petite chose, parce que vous avez une tête bien faite, c'est sûr, hein, et bien pleine, comme dirait. Mais aussi, vous avez des passions. L'une d'elles, c'est le gospel. Et on va vous montrer quelques images et on va vous demander si vous reconnaissez l'interprète. Ouais. Vous vous êtes reconnu quand même. Ah oui, je me suis reconnue et je suis émue. Alors là, vous m'avez scotché parce que oui, oui, je chante toujours. C'est une passion que j'ai. Et pour la petite histoire, quand j'étais enfant, oui, je rêvais d'être chanteuse et je rêvais d'en faire mon métier.
Et j'ai continué de chanter et le gospel ne m'a jamais quittée en réalité et je continue de le pratiquer. J'ai moins le temps, j'ai été dans une grande chorale de gospel pendant plus de 15 ans. Alors bon, avec les fonctions et puis maintenant je suis une maman, il y a plein de choses qui ont changé mais ça reste à l'intérieur. Ah bah c'est les vies multiples de Julie Andress. C'est ça. C'est fini, Julie, on a dépassé le temps. Et en tous les cas, je vous demanderai hors micro de me dire où vous chantez, qu'on vient de vous applaudir. Merci beaucoup. Merci d'être venu, merci beaucoup. Merci beaucoup Alfred. Merci. Et nous, on se retrouve dans 15 jours.